Floride. En Caroline du Sud, les autorités ont ordonné l'évacuation de milliers d'habitants. Plus d'1 million de personnes sont actuellement privées d'électricité. Le point sur la situation avec Pierrick Laurent. En Floride, le pire a visiblement été évité, mais les dégâts matériels sont importants. Les rues portent les stigmates de rafales à près de 200 km/h, des maisons endommagées, des arbres déracinés. Plus d'1 million de personnes sont privées d'électricité. Pourtant, l'œil du cyclone n'a pas touché terre. Matthew poursuit sa route vers le nord et il devrait au cours des prochains jours être rétrogradé en tempête tropicale. En Caroline du Nord, que l'ouragan doit atteindre dans la nuit de samedi à dimanche, la population choisit bien souvent de respecter les ordres d'évacuation. Je ne vais pas revenir avant lundi. Je vais à 100 km à l'intérieur des terres. Il ne vaut mieux pas prendre de risques. Je pourrais toujours reconstruire mon hôtel, j'ai une assurance, mais je ne peux pas risquer ma vie, celle de mes employés ou de mes proches. La nuit dernière, l'ouragan a longé les côtes de Géorgie. Il balaie actuellement la Caroline du Sud. Rétrogradé en catégorie 1, il devrait encore perdre en intensité au cours des prochaines heures. Je vous le disais, l'ouragan Matthew a provoqué des dégâts humains et matériels considérables à Haïti. Près de 900 morts, ce bilan est revu à la hausse. Des milliers d'habitations détruites, des cultures dévastées. Face à l'ampleur du désastre, la communauté internationale se mobilise pour envoyer de l'aide, essentiellement de la nourriture et de l'eau. Axel Simon. Au Caille, l'aide commence à être acheminée, mais les dégâts dans cette région au sud de l'île sont immenses. 4 jours après le passage de l'ouragan meurtrier Matthew, les Haïtiens qui ont trouvé refuge dans cet abri ont la vie sauve, mais les fermiers n'ont pu que constater la dévastation. Les terres ont été ravagées. Nous avons eu de la chance de survivre à l'ouragan. Si on était resté à l'intérieur de nos maisons, on serait mort. Nous avons perdu des têtes de bétail et toutes nos cultures. Il ne reste plus rien. Nos maisons sont détruites. 95% des récoltes ont été détruites dans le sud de l'île. Plus de 29 000 maisons se sont effondrées. La ville de l'Écaille, 3e ville du pays, paie le plus lourd tribut. La maire réclame de l'aide d'urgence. Nos frères et sœurs survivent dans des conditions difficiles. Nous devons les aider. Nous faisons tout pour qu'ils se sortent de cette situation. Les priorités sont l'approvisionnement en eau potable et les opérations d'assainissement de l'eau, car les craintes d'épidémie sont fortes, de choléra notamment. Haïti peine déjà à se remettre du tremblement de terre meurtrier de 2010. Depuis 6 ans, beaucoup d'Haïtiens n'ont pas retrouvé de logement et vivent sous des toits de tôle qui ne résistent pas aux vents violents. Selon l'ONG Care France, 1 million de personnes sont dans le besoin. Donald Trump refait parler de lui, et ce à 24 heures du deuxième débat qu'il opposera à sa rivale Hillary Clinton. Ses propos sur des femmes défraient la chronique. Il s'en est excusé dans une courte vidéo. Ce n'est pas la première fois que le milliardaire doit s'expliquer sur son attitude concernant la gente féminine. Alors qu'une vidéo relatant ses propos va être bientôt rendue publique, notre correspondant Gallagher Fenwick est allé en Pennsylvanie pour y interroger des femmes qui soutiennent ou soutenaient Donald Trump. Trump et les femmes, toute une histoire qui n'est pas en train de tourner à l'avantage du candidat républicain. Interrogé avant le dernier scandale en date, ces volontaires affichaient encore très publiquement leur soutien pour le milliardaire. Les accusations de misogynie et de sexisme, elles n'en avaient que faire. On ne peut pas se laisser distraire par des détails. Moi, j'appelle ça des détails car en tant que femme, j'ai travaillé pendant de nombreuses années autour des hommes. Et je pense que se soucier de ce genre de petites questions, ça n'est pas professionnel. Notre pays a besoin que nous nous préoccupions de lui et de notre futur. Tricia Cunningham se vante d'être partisan de Donald Trump jusqu'au bout des ongles. Comme ses collègues, toutes volontaires, elle écarte rapidement les sujets qui fâchent pour peindre un portrait plutôt flatteur de celui qu'elle soutient. Cet homme est multitâche comme nous les femmes. Il est respectueux des femmes. Nous le soutenons pour ces raisons. Il comprend très bien ce dont nous avons besoin en tant que femmes pour notre futur et pour celui de nos enfants et de nos petits-enfants. À quelques dizaines de kilomètres de là, la propriétaire de la Trump House n'hésite pas à rejeter en bloc la théorie selon laquelle
Une vaste majorité de l'électorat féminin aurait fui le camp du candidat républicain. C'est faux, je n'y crois pas du tout. Passez un week-end ici et vous verrez tellement de femmes défiler. Des femmes fortes et aux opinions fortes qui sont à fond derrière lui. De nombreux cadres du Parti républicain sont en train de lâcher Donald Trump. Si toutes les électrices en font de même, la route du milliardaire vers la Maison-Blanche deviendra alors plus que compliquée. Dans un mois exactement, les Américains voteront pour élire leur nouveau ou leur nouvelle présidente. Barack Obama, lui, a déjà déposé son bulletin dans l'urne. Ça s'est déroulé à Chicago. Interrogé sur son choix, le président qui multiplie les meetings de campagne en faveur d'Hillary Clinton s'est contenté d'un sourire. L'ensemble des bulletins ne seront dépouillés que le jour officiel de l'élection, le mardi 8 novembre. Précisons que le vote anticipé n'est qu'une pratique qui n'est pas récente aux États-Unis, mais peu d'électeurs en font usage. Les résultats sont maintenant définitifs au Maroc. Le ministère de l'Intérieur a confirmé la victoire des islamistes aux élections législatives. Le parti Justice et Développement, le PJD, du Premier ministre Abdelillah Benkiran est arrivé en tête. Il obtient 125 députés contre 102 pour son parti rival, les libéraux du PAM. Ce résultat est sans surprise. Tous les sondages donnaient le PJD gagnant. Les islamistes entament donc un deuxième mandat pour, disent-ils, continuer la réforme. Alors comment les Marocains appréhendent-ils ce résultat? On va écouter quelques réactions recueillies à Rabat. Il n'a que touché aux poches des Marocains, parce que tout est devenu trop cher. On ne vivait pas comme ça. Autrefois, avec les autres, on ne vivait pas comme ça. Je regrette, je suis trop triste. 3 cortèges de manifestants convergent au rythme des bâtons qui martèlent le sol. Le bâton, symbole de cette journée contre le béton du futur aéroport. Chacun des manifestants devra revenir le récupérer si la zone est évacuée. On doit venir avec nos bâtons, on les laisse et on reviendra. S'il y a un problème, on reviendra les chercher. Car l'ambiance conviviale ne masque pas la crainte de l'évacuation promise par les autorités pour permettre le début des travaux. A réaffirmé ses intentions de poursuivre. Il n'en est pas question. On est tous là pour s'y opposer. Certains ont dormi sur place, les autres sont venus en bus de toute la France. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose ici pour sauver la ZAD, pour aider à lutter contre le projet d'aéroport, mais aussi bien d'autres projets, eh bien, il y a toujours autant de monde, autant de gens motivés. Ils se tiennent aux côtés des 300 habitants et le gouvernement de les déloger avant la trêve hivernale. La disparition d'un pionnier de la télévision, Pierre Tchernia, est mort à l'âge de 88 ans à Paris. Il avait participé à la création du premier journal télévisé en 1949, à l'époque de l'ORTF. Collaborateur de 5 colonnes à la une, il présenta aussi de nombreuses émissions de cinéma de 1966 à 1988. Il avait présidé le Festival de Cannes, la cérémonie des Césars pendant plusieurs années. Acteur, il avait joué notamment dans Le Viager et La Guerre des boutons. Rien de ce qui se passait dans un studio ou dans une régie de télévision ne pouvait lui être étranger. Même si les techniques en avaient beaucoup évolué, et pour cause, Pierre Tchernia y avait passé une bonne partie de sa vie. Ça a changé en 50 ans. Il n'y a qu'une chose qui n'a pas changé, la Tour Eiffel. L'un des derniers représentants d'une télévision familiale où la culture et le divertissement ne paraissaient pas incompatibles était le fils d'un émigré russe, ingénieur de chauffage central à Levallois-Perret. Enfant attiré très tôt par le monde du spectacle, il fait des études de photo et de cinéma, il joue brièvement au théâtre et entre au club d'essai de la radio. En ce temps-là, bien sûr, il n'y avait pas de télécommande, il n'y avait pas de magnétoscope, il y avait juste une petite image en noir et blanc sur des postes qui ne s'allumaient pas tout de suite. C'était en 1949. Pierre Tchernia rejoint la première équipe du journal télévisé dirigé par Pierre Sabag. Une équipe de gens de 20 ans, sans prédécesseurs, qui inventent leur métier au fur et à mesure. On bricolait, on s'arrangeait, on se débrouillait.